T'aimes la bouffe ou le sexe, tu es ma récompense. Tu ne seras jamais mon ex car tu es ma substance. Je suis ton esclave, un volcan sans lave. Quand je ne t'ai pas dans le sang, je n'ai plus de courant. Tu fais de moi ce que tu veux, je fais ce que je peux. Relation maso, je ne ferai pas de vieux os. Substance récompense, les gens tout en danse. Salut tout le monde, c'était Satan Joker avec Substance Récompense. C'est un titre que j'ai écrit avec René Hanson, Satan Joker, c'était dans l'album Addiction. Et c'était un album qu'on a écrit ensemble à visée préventive. D'ailleurs, on l'a utilisé comme outil de prévention. On a fait des conférences avec. Donc c'est une super chanson, Substance Récompense. Il y en a plein d'autres. Et je vous recommande aussi le dernier album Symphonique Commando. Là, c'était la page un peu métal. J'espère que vous allez bien. C'est une première soirée ce soir qu'on a appelé en live avec Laurent Carilla. C'est une émission Facebook Live réalisée par Jean-François Dillot, Studio 26 à Boulogne, et avec le chef monteur Nicolas Joson. Je les remercie pour cette première. Je suis hyper content d'être avec vous tous, vous toutes. Vous êtes sûrement à la plage, à la montagne, à la campagne. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont dans leur bagnole, il y en a qui sont dans leur jet privé, il y en a qui sont dans leur hélicoptère, il y en a qui font tout ça en même temps. Ce soir, c'est 1h30 ensemble pour parler des addictions. J'ai l'habitude de tourner un peu dans toute la France, faire des conférences sur ces sujets-là, des conférences à la fois grand public et des conférences à la fois pour les professionnels de santé. Donc ce soir, c'est open, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Juste, ce n'est pas une consultation médicale, donc il n'y aura pas de diagnostic de fait. Mais vraiment, n'hésitez pas et j'attends toutes vos questions. On en a déjà eu un certain nombre sur Twitter et un certain nombre sur Facebook. Alors sur le tweet, c'est hashtag E2LKA et posez toutes les questions. Moi, je suis ouvert à tout. Pour commencer, tout le monde arrive un peu là. Merci Liénois, Catherine Minot, Franck Paul. Enfin, il y a plein de monde qui arrive. Comme question, qu'est-ce que vous auriez comme question à me poser sur les addictions? Sinon, j'embraye directement sur les cerveaux. Sur les cerveaux, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais embrayer, tiens, je vais embrayer. C'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est un enfant, quand on est un adolescent? Le cerveau va se mettre à maturer progressivement, hein, vous le savez. Il va maturer à partir de l'âge de 5 ans. Il va maturer à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 20 ans. Et en fait, le cerveau fait sa puberté très tardivement. Et s'il fait sa puberté très tardivement, c'est qu'il y a plein de choses qui se font entre le début de la naissance et les 20 ans, 20-25 ans. Et vous voyez, le cerveau, là, qui change de couleur, c'est à titre indicatif, mais c'est pour vous dire que tant qu'il n'est pas bleu-violet, en fait, rien n'est terminé. Et si on apporte des substances, si on apporte des comportements excessifs, eh ben, on risque de dérégler un peu les choses. Vous voyez, l'architecture cérébrale finale, c'est vers 20-25 ans, je me répète. Donc, il faut un peu répéter les choses. Donc, un point important, c'est mon cerveau devient pubère à partir de 20-25 ans. Alors, c'est vrai que les ados vont se mettre à consommer des petits trucs, ils vont goûter à l'alcool, ils vont goûter au tabac, ils vont goûter au cannabis. Il y en a qui vont expérimenter d'autres choses, ils vont se mettre sur les écrans, ils vont se mettre sur le porno, c'est un vrai problème d'ailleurs chez les ados, donc ça va quand même altérer certaines régions de ce cerveau, mais ça n'explique pas tout. Si on rentre dans les récompenses naturelles, en fait manger, boire et faire l'amour sont des récompenses naturelles. Récompense naturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça me fait plaisir, je le fais, je le recommence, et c'est surtout nécessaire à la survie de l'espèce. Et les études ont montré également que le sentiment amoureux, ou écouter une musique qu'on aime, pour moi, vous le savez, c'est le métal, il y a plein de groupes de métal que j'adore, et il y a plein de gens qui écoutent du métal sur cette page Facebook, je leur fais une dédicace, c'est des Metal Horns. Donc, avoir un sentiment amoureux, écouter de la musique qu'on aime, manger, boire, et avoir des rapports sexuels, c'est source de plaisir. Et il va avoir un renforcement positif. Et donc, si renforcement positif, ça va être répété. Je regarde un peu sur Facebook s'il y a des questions qui arrivent. Et pour l'instant, pas de questions, mais plein de remarques.
Oui, c'est donc nécessaire pour surveiller l'espace. Et donc si ça vous fait plaisir, eh ben, vous allez le recommencer. Vous allez le recommencer automatiquement. C'est-à-dire que le cerveau a des messages qui codent et qui dit voilà, j'ai faim, je vais manger, ça me fait plaisir. Depuis qu'on est tout petit, j'ai soif, je vais boire. Pas forcément de l'alcool, mais j'ai soif, je vais boire. Donc, et j'ai envie de sexe. Donc hop, codage dans le cerveau et bim, ça repart. Et pour se faire plaisir finalement. Donc plaisir, renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va le répéter à chaque fois qu'on en a envie, mais de manière contrôlée. Je rentre dans les cerveaux. Les cerveaux, c'est quoi ? Le cerveau, il y a des circuits dans notre cerveau, vous le savez, il y a différents types de circuits, je vais vous les détailler un par un, et il ne faut pas être un spécialiste de l'imagerie cérébrale pour connaître ça, c'est assez simple finalement. C'est le système de récompense et d'autres systèmes qui sont impliqués dans ce que je vous disais tout à l'heure, boire, manger, faire l'amour, écouter de la musique et être amoureux de quelqu'un. Et donc ces circuits, c'est quoi ? C'est 4 circuits. Le premier circuit, c'est le circuit de la récompense. C'est le circuit, on va dire, le plus archaïque. C'est-à-dire que j'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. J'ai envie de sexe, j'ai du sexe. Alors bien sûr, tout est mesuré dans ces paroles, mais circuit de récompense, c'est un circuit très, très archaïque, très animal finalement. Il n'y a pas de réflexion derrière, c'est le message derrière une demande. Et il est médié par un autre circuit qu'on appelle le circuit de mémoire et d'apprentissage. Circuit de mémoire et d'apprentissage, c'est depuis que vous êtes tout petit, vous apprenez des choses, vous mémorisez des choses, vous savez qu'en fonction de certaines choses, il y a du stockage mnésique, de la mémoire en fonction des situations en fait. Donc c'est en gros, j'ai faim, vous savez que depuis que vous êtes petit, vous avez appris que quand vous avez faim, il va y avoir un comportement qui va se déclencher mais qui a été enregistré. Et il y a un troisième circuit qui intervient, c'est le circuit de la motivation. Le circuit de la motivation, c'est plutôt évolué chez nous, et ce circuit-là est médié par une structure qui est un peu en avant du cerveau, qui est le cortex orbitofrontal. Donc la motivation, c'est quoi ? C'est changer de comportement, s'adapter à des comportements, booster ses envies pour contrôler un peu les choses. Et tous ces 3 circuits, ils sont médiés par le circuit le plus important chez nous. C'est quoi ? C'est le circuit du contrôle inhibiteur. Le circuit du contrôle inhibiteur, c'est quoi ? C'est un circuit qui va nous permettre de contrôler les choses de manière adaptée, et aussi de contrôler des situations inadaptées, mais on va essayer de le faire de manière adaptée. Vous voyez, donc contrôler de manière adaptée quelque chose de complètement inadapté ou quelque chose d'adapté. Et donc je vais prendre un exemple d'inadapté. Par exemple, si je me mettais à vous insulter tous virtuellement par Messenger sur Facebook, qu'est-ce qui se passerait ? J'aurais en retour différents types de réponses. J'aurais des insultes, des non-réponses, des « mais pourquoi tu fais ça ?» et j'aurais, on va dire, du fracassage de tête virtuel par Facebook. Vous voyez ? Ou on peut prendre l'histoire ou l'exemple de je suis en voiture, on me fait une queue de poisson, comment je réagis ? Je prends toujours cet exemple-là, parce que c'est un exemple assez classique que tout le monde arrive assez à capter, c'est je vais klaxonner, je vais faire des appels de phare, je vais klaxonner, je vais faire des appels de phare, je vais klaxonner, je vais faire des appels de phare, je vais insulter, ou bien je vais insulter tout seul. Vous voyez, un registre de réponse très, 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 très large. Ou bien je vais moi-même faire une queue de poisson à celui qui m'a fait une queue de poisson. Je vais sortir de la voiture, je vais ouvrir la portière du conducteur en face, je vais le sortir, je lui mets un coup de genou, et je l'insulte, et je mets un coup de klaxon dans sa voiture. Donc c'est cette situation extrême, très, très impulsive. Et on voit ce registre de réponse quand c'est complètement inadapté, et on le retrouve souvent, cette impulsivité, on la retrouve souvent chez les addicts. Alors je regarde un peu s'il y a des questions sur ce live. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions, même des questions très larges. On n'est pas là pour faire des diagnostics, bien évidemment. Alors je vois un peu Guy, salut à toi Guy, et merci d'être là. Alors tout le monde, alors attendez, parce qu'il faut que j'arrive à me recadrer, c'est là une première avec le hashtag E2LKA. Donc salut Doc de Seb, salut à toi Seb, c'est cool. Florence, merci d'être là. Imen, je vois que des yeux qui partent sur le côté, mais salut. Guy, une question. Les traitements de substitution ne concernaient que les opiacés, mais pourrait-on considérer le baclofène comme un traitement de substitution à l'alcool ? Alors, vraiment, la substitution, c'est pharmacologique d'abord. On va mimer les effets de la substance. Donc, si on prend, par exemple, l'héroïne ou
où les médicaments opioïdes, on va prendre les traitements de substitution opiacés, donc vont mimer des traitements comme le chlorhydrate de méthadone ou la buprenorphine vont mimer les effets de l'héroïne ou de ces médicaments opioïdes. Donc on est vraiment dans un mime pharmacologique, ce qui n'est pas trop le cas du baclofène, même s'il agit sur certains types de récepteurs qui sont assez identiques à l'alcool. Donc non, on ne peut pas dire que le baclofène est un traitement substitutif. On peut dire que c'est un traitement qui fait l'objet d'actualité en ce moment avec une remise en question de la RTU, de la recommandation temporaire d'utilisation. Il y a beaucoup de patients qui se sont emparés du baclofène. Il y a des médecins prescripteurs, tout ça doit être fait de manière encadrée et il y a des nouvelles normes à respecter, en tout cas préconisées par la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Laurence, bonjour. Isabelle, bonjour. Merci à tous d'être là. Juliette, merci d'être là. Carny, merci d'être là. Soso, une petite question, qui est autour de la morphine. Et alors, les syndromes de sevrage en morphine, la question de ce syndrome de sevrage, c'est assez long et il faut bien être encadré, encore une fois, par son praticien prescripteur. Et le sevrage peut se faire progressivement et facilement. Régine, bonjour. Franck, salut. Lionel, salut. Imen, comment différencier entre addiction sexuelle chez un jeune de 17 ans et TOC, obsession-compulsion sexuelle, sachant qu'il y a une grande souffrance, un dysfonctionnement socio-professionnel? Alors, l'addiction sexuelle, on peut en parler. L'addiction sexuelle, c'est comme l'addiction à une substance, mais le sexe fait l'objet d'une addiction. C'est comme une drogue. Donc ça veut dire quoi? L'addiction, c'est quoi? On ne l'a pas défini encore, mais là, vous le connaissez. Mais l'addiction, c'est je perds contrôle, j'ai un comportement répétitif, j'ai des symptômes, je peux avoir des symptômes de manque, je peux avoir des envies d'augmenter les doses, je perds du temps et j'ai des conséquences sur ma vie sociale, sur ma santé mentale, physique. Donc c'est ça, ces éléments-là, l'addiction. Et donc après, on prend n'importe quel type de substrat. Ça peut être le sexe, ça peut être des jeux, ça peut être des achats, ça peut être des drogues, etc. Quoi qu'il arrive, dans l'addiction, il n'y a pas de plaisir, il n'y a que de la souffrance. D'accord? Donc s'il n'y a que de la souffrance, ça interagit et il y a des conséquences avec sa vie propre et sa santé personnelle. Les TOC, c'est une classe de diagnostic, on va dire, psychiatrique, où il y a des obsessions et des compulsions qui sont faits en regard d'une souffrance. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'autre choix que d'avoir ces obsessions. Et je prends un exemple des obsessions, c'est des pensées obsédantes qui tournent en boucle est-ce que j'ai bien fermé ma porte? Est-ce que j'ai bien fermé ma porte, par exemple? Et les compulsions, je vais aller vérifier 40 000 fois les choses, où je vais avoir des rituels de grattage, de lavage, de répétition de mots ou de prières, etc. Donc, TOC et addiction sexuelle, c'est différent. Il y a eu un courant de pensée scientifique qui a fait l'analogie entre le TOC et l'addiction sexuelle, mais c'est vraiment deux pathologies différentes. Et d'ailleurs, les sex addicts peuvent souffrir de TOC. Je continue à regarder un peu les questions, parce que c'est génial. En fait, vous êtes à fond tous, là. Le mélange alcool, bonjour Nelly, le mélange alcool-traitement contre la dépression peut-il mener à des comportements bipolaires agressifs? Alors, comportement bipolaire, non, parce que bipolaire, c'est vraiment une maladie à part entière. Par bipolaire, on entend des fluctuations de l'humeur, oui, et de l'agressivité, oui, bien évidemment, ça peut dérégler le traitement et entraîner des comportements agressifs. Juliette, est-ce qu'on remplace souvent une addiction par une autre? Alors ça, c'est une théorie grand public, moi j'y crois pas trop en fait. J'y crois pas trop à on remplace une addiction par une autre, parce qu'en fait, il y a des histoires de vulnérabilité. Et les histoires de vulnérabilité, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est finalement comment on devient addict. Comment on devient addict, c'est, vous voyez, vous avez un gradient sur la droite là, avec une échelle, qui va augmenter plus on a des risques de vulnérabilité. Et vous voyez au centre, finalement, qu'est-ce qu'il y a au centre de cette vulnérabilité-là? Eh bien, il y a notre développement personnel. Il y a la puberté, il y a notre maturation du cerveau, et il y a des différences entre les garçons et les filles qui existent. Et ces facteurs-là vont interagir avec les facteurs comportementaux, où dedans on retrouve du tempérament, de la personnalité, et d'autres troubles associés qui peuvent être des troubles psychologiques. Des troubles psychologiques, ça peut être des troubles anxieux, ça peut être de l'anxiété, ça peut être des troubles du sommeil, etc.
Ces facteurs-là vont interagir avec des facteurs génétiques qui expliquent 40 à 60% de la maladie, mais qui n'expliquent pas tout, bien évidemment. Et vous voyez, le gradient monte au fur et à mesure qu'on montre des facteurs de risque. Et ça va interagir, et moi je crois beaucoup à ça, c'est que l'addiction, c'est une maladie de l'environnement essentiellement, qui interagit avec le développement. Et donc l'environnement, c'est quoi ? C'est l'influence des copains, c'est le stress environnemental, et c'est plus un produit ou un comportement est disponible, plus il y a un risque. D'accord ? Mais encore une fois, l'environnement seul n'explique pas tout. Et il y a un dernier facteur, un cinquième facteur, c'est le facteur neurobiologique, avec les circuits, le métabolisme cérébral, comment notre cerveau s'adapte. Et vous voyez que finalement, plus toutes ces cases sont déséquilibrées, plus le gradient est au max, et plus on a des risques d'être addict. Et ça, c'est important à connaître. Vous voyez, il n'y a pas un seul facteur qui explique à lui tout seul les choses. C'est différents types de facteurs avec le développement au centre. Alexandre Tony, salut. Salut Aylrousse. Encore Franck, salut Franck. À partir de quel moment on peut dire qu'on a un problème avec l'alcool ? Eh bien, on peut le dire avec cette diapo. Voilà. Je vais vous expliquer ça. Comment on peut dire qu'on est addict à l'alcool ? Eh bien, c'est un processus déjà qui est récurrent. C'est quelque chose qui se répète. Et cette diapo est valable pour toutes les addictions. Et ça se répète. C'est une consommation répétée d'intensité variable. D'accord ? On répète, on a tendance quand même à boire, à consommer des substances ou des comportements, et on augmente un peu la dose. C'est l'installation progressive de symptômes de manque et d'une augmentation de dose. Il y a aussi ce qu'on appelle le craving. Au 4e tiré, le craving, c'est quoi ? C'est l'envie irrésistible de consommer et on perd contrôle. Ce sont des éléments. Et on va rechercher du produit ou un comportement ou des produits ou des comportements malgré les risques encourus et connus. D'accord ? On sait que ce n'est pas bon pour nous, mais on y va quand même. On ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas bon, on le sait, ça va poser des problèmes physiques, psychologiques, sociaux. On y va quand même. Et l'addiction, c'est quelque chose de chronique. D'accord ? Ça évolue dans le temps et ça évolue par rechute. Et ces rechutes-là sont toujours vécues difficilement et on peut le comprendre, mais on accompagne les patients et les patientes avec. Je regarde toujours les questions. Sandrine, salut. Steph, salut. Vive le heavy metal. Gilles ne voit pas les questions, mais salut quand même. Yoram, salut. Jenny, salut. Léo, bonjour et merci pour le live. Ouais, merci à toi, Léo. Quand on sait qu'on a un problème et qu'on a cherché de l'aide, alors ça saute, excusez-moi. Quand on sait qu'on a un problème et qu'on a cherché de l'aide sans trouver, peut-on envisager une auto-prise en charge et si oui, avec l'aide de quel outil ? C'est extrêmement difficile, l'auto-prise en charge. Je pense qu'il faut essayer de trouver l'équipe qui va aider. Parce que pour moi, la prise en charge d'une addiction, d'abord, elle n'est pas unique. Ce n'est pas qu'un addictologue qui va gérer. C'est un addictologue, c'est une infirmière spécialisée, c'est une psychologue ou un psychologue. C'est le médecin traitant, c'est le pharmacien, c'est l'assistante sociale. Vous voyez, c'est une équipe, c'est une prise en charge, on va dire, assez globale. Moi, j'appelle ça la prise en charge, enfin, ça s'appelle comme ça, une prise en charge intégrée. Et on ne va pas prendre en considération que l'addiction, mais on va prendre aussi en compte tous les problèmes. Vous voyez, donc c'est une constellation de problèmes. Et souvent, l'addiction, c'est le truc qui est émergé. C'est le truc qui est émergé au milieu de tout. Et si vous voyez cet arbre que j'appelle l'addict arbre, vous voyez, en fait, finalement, les branches de l'arbre, c'est ce qu'on voit, nous, en consultation spécialisée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour un problème d'alcool, pour un problème de tabac, de coke, de crack, de GBL, de nourriture, de MDMA, de cristal meth, de nouveaux produits de synthèse, de jeux, de sexualité en ligne, de smartphone, etc. Et tout peut être mélangé. Et en fait, nous, on voit les branches en consultation et les racines, vous voyez, toutes les racines qu'il y a, le désespoir, la honte, l'entourage, la peur, la culpabilité, l'hyperactivité, des facteurs environnementaux, les désordres cérébraux, la tristesse, vous voyez, l'abus psychologique, physiologique, sexuel, tous ces éléments-là font partie intégrante de la prise en charge. Sans traiter les racines, vous ne traitez pas les branches. Vous voyez, si on se focalise que sur les branches, on n'est pas bon. Je continue un peu les questions. Franck, salut. Joël, bonjour. Dominique, bonjour. Patrick, salut. Merci d'être présent. Franck, comment passer le besoin d'antidouleur type tramadol chez une ado après une opération de la hanche ? Ça, encore une fois, il faut un encadrement médical. Il faut adapter ce type de traitement en fonction des patients.
Yves, salut. Salut à toi et pour ton groupe aussi de parole autour de l'alcool. Et merci d'être là. Pour moi, c'est important d'être en live avec vous de manière complètement bénévole, pédagogique. C'est vraiment important qu'il y ait un échange et que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne bien ce soir, on en recommencera, on fera plusieurs épisodes et pas forcément que en addictologie. Sylvie, salut. Élise, bonjour. Arnaud, bonsoir. Dominique, merci d'être là et bravo aussi à ton groupe de parole sur Facebook. Darling Lulu, salut. Sébastien, salut. Peut-être évoquer des formes d'addiction aux molécules de longue durée d'action dans le cadre de transition sauvage mal établie. Oui, tu as raison. Il y a certains il y a la question des psychotropes, comme les antidépresseurs ou les benzodiazépines ou les hypnotiques, les médicaments pour dormir, qui peuvent donner lieu à des addictions après de longues années de traitement. On sait qu'il y a des recommandations d'utilisation des traitements pharmacologiques et il faut vraiment que ça soit respecté. Et parce qu'on se retrouve de plus en plus maintenant avec des gens addicts, des personnes addictes aux tranquillisants, des personnes addictes aux hypnotiques pour dormir, et des gens addicts aussi aux médicaments opioïdes. Alors on n'est pas comme aux États-Unis, où c'est une véritable épidémie, une crise noire, mais quand même, il faut vraiment reparler de cette question d'addiction aux médicaments. Françoise, bonjour, faites-vous une différence entre une addiction et une dépendance ? Non, c'est la même chose en fait. C'est la même chose en fait, si vous voulez, dans la définition. En fait, il y a plusieurs définitions. Voilà. Il y avait la définition de la dépendance aux substances qui faisait partie de classification de l'OMS, classification américaine. Et il y avait le DSM, la classification américaine a sorti le DSM-5 et a sorti le mot dépendance en lui-même et l'a transformé en trouble lié à l'usage d'eux. Et dedans, le mot dépendance fait partie de ce qu'on appelle la dépendance physiologique. La dépendance physiologique, c'est quoi ? C'est les symptômes de manque et des symptômes de tolérance. Ou des symptômes de tolérance. Ça veut dire qu'on augmente tout doucement les doses pour retrouver les effets de la première fois. Et ce mot-là, dépendance, est inclus dans le trouble lié à l'usage ou l'addiction. En fait, peu importe, parce que dans le langage grand public, finalement, le mot dépendance est assez synonyme du mot addiction. Et encore une fois, dans l'addiction, il n'y a plus de plaisir. Et je vais vous montrer l'échelle de plaisir que vous connaissez tous. Cette échelle-là, sur cette diapo, elle varie de... Vous voyez, à la gauche, c'est la dysphorie. La dysphorie, c'est quoi ? C'est une tristesse intense, en fait, qui varie tout doucement vers l'anédonie. L'anédonie, c'est quoi ? C'est « j'ai envie de rien », qui varie vers l'ennui, qui varie vers « je suis négatif », qui se met à l'état d'équilibre. Et on peut passer de l'autre côté à « je me sens bien, je suis intéressé, je prends énormément de plaisir », où je ressens de l'euphorie. C'est ce que vous ressentez virtuellement en m'écoutant ce soir. Vous voyez, et finalement, cette échelle de plaisir, elle est constamment en état d'équilibre tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des matins, addicts ou pas, vous vous levez, surtout non addicts, vous rééquilibrez en permanence du matin au soir cette échelle. Mais quand vous êtes addict, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un déséquilibre permanent de l'échelle, et en fait, il n'y a plus de plaisir. En fait, on consomme des substances, on consomme des comportements pour essayer de rééquilibrer cette échelle du plaisir qu'on n'arrive jamais à rééquilibrer. Hervé, salut. Marion, salut. Frédéric, bonjour, bonsoir. Samuel, merci d'être là. Emmanuel. Hutch, c'est mon pote sur Hard Force. Hutch, spécial dédicace à toi, parce que aussi je bosse avec Hard Force, qui est un webzine énorme de métal, qui cartonne. Et il y a une super radio qui s'appelle Heavy One qui est associée. Et je vous conseille à tous d'écouter Heavy One tout l'été. Il y a du rock, et du hard rock et du métal. Et c'est bon pour la santé. Émilie, salut. Laetitia, bonsoir. Je lis, Sophie. Pourquoi une telle résistance au programme des 12 étapes AA et NA en France ? Car c'est une méthode qui fait ses preuves aux USA et au Canada. J'insiste sur le programme spirituel et non religieux. Moi, Sophie, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je crois à fond au groupe d'autosupport, aux patients experts, et que c'est important, l'autosupport. Alors, quel que soit le modèle d'autosupport, mais oui, vous avez raison. Il y a de nombreux artistes que j'adore, du métal, qui ont été soignés par les programmes en 12 étapes, qui ont été aussi soignés par de la rehab, donc des centres de désintoxication. Donc, il faut cumuler les deux. Il faut cumuler des programmes, on va dire, médicaux, psychologiques et sociaux, et il faut cumuler les programmes d'autosupport. Dominique, que pensez-vous des groupes d'entraide et ceux sur Facebook ? Alors, groupe d'entraide, je viens d'en parler avec les autosupports, et ceux sur Facebook, j'y crois aussi, c'est un nouveau support, Facebook, mais il faut vraiment que ça soit bien encadré, il
faut que ça soit bien privé et qu'il y ait vraiment des échanges qui soient constructifs. Et ça peut aider, parce que le virtuel, finalement, on est assez présent et on peut aider, en tout cas soutenir les gens et les aider dans leur démarche. Rebecca, salut, un souvenir de notre travail ensemble. Gilles, que penser de la surexposition à la publicité pour l'alcool? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, cette surexposition à la publicité. Là, récemment, vous avez vu, il y avait même des bonbons au goût mojito, au goût pina colada. C'est catastrophique. Catastrophique, cette surexposition. Je vous rappelle que, rappelez-vous du cerveau de l'enfance à l'adolescence. Ce cerveau-là, exposé comme ça très précocement, et ben on sait très bien que c'est un facteur de risque supplémentaire pour les addictions, et ça fait partie de la case environnement. Muriel, bonsoir. Emmanuel, salut. Salut à toi, Emmanuel. Céline, salut. Christophe, mon pote, mon chat, je te fais une bise. T'es un des meilleurs photographes de la scène rock. Jay, Hutch, comment est définie la notion d'addiction à quelque chose? Alors, on en a parlé, Jay, de l'addiction. Doit-elle être perçue comme une souffrance? Oui, c'est une souffrance, l'addiction. Il n'y a plus de plaisir. Il y a un déséquilibre total de la notion de plaisir. Et si la personne sait qu'elle est dépendante de quelque chose, mais qu'elle peut s'en passer ponctuellement, ou que cela n'a pas d'incidence sur sa santé. Si la personne sait... Alors, oh là là, ça saute, attendez. Si la personne sait qu'elle est dépendante de quelque chose, mais qu'elle peut s'en passer ponctuellement, ou que ça n'a pas d'incidence sur sa santé, alors on n'est pas dans la définition stricte de l'addiction, en fait. Si tu peux t'en passer ponctuellement, enfin, c'est surtout si ça n'a pas d'incidence sur ta santé, quoi. Donc... globalement, quand on est c'est l'étape d'avant, on est plutôt dans une consommation excessive, je pense, quand on peut s'en passer, qu'il n'y a pas encore trop d'incidence sur la santé. Laurent, bonsoir. Sandrine, si on veut écouter ta conférence, est-ce possible, car je n'ai pas beaucoup de réseau? J'espère, on va demander à notre réalisateur Jean-François Didlot si c'est possible, et on enverra bien sûr un lien. Sandra, que pensez-vous de ces sodas et bonbons au goût d'alcool? Je viens d'en parler. Oui, il y a un risque pour les enfants et les ados. Plus on est exposé précocement, plus il y a un risque. Mais la question ne doit pas se focaliser sur... ces bonbons. Il faut prendre en question aussi toute la publicité qu'il y a autour, l'environnement, l'éducation, etc. qu'on donne à nos enfants. Philippe, salut. Christophe, salut Doc. Fan de heavy metal, je t'ai connu par René Hanson, un de tes patients. Merci pour tout ce que tu fais. Alors René Hanson, ce n'est pas un véritable patient. René Hanson, je l'ai aidé pour ses problèmes, ce n'est pas un secret médical. Il en a parlé dans son autobiographie. C'est surtout quelqu'un avec qui, c'est un grand frère pour moi. On s'appelle Neurones Miroir, parce qu'on fait plein de choses ensemble, qui ne sont pas sexuelles, bien évidemment. Avec notamment la composition des albums de Satan Joker, Addiction, qui a fait l'objet, je vous rappelle, c'est un outil de prévention qui a été validé par la MILDECA à l'époque, en 2012-2013. On a fait l'album Psychiatrique après, qui parlait des maladies mentales, et on a fait un autre album qui s'appelait Sex Opéra, qui parlait des addictions sexuelles. Et avec Renaud, il y a une espèce d'échange fraternel, et c'est un grand homme et un grand musicien. Et je lui fais une big dédicace. Nathalie, merci pour ce dédicace. Merci à toi, Nathalie. Georges, bonsoir. Manu, bonsoir. Karine, salut. Imen, que se passe dans le cerveau pour qu'on développe une addiction? Je l'ai montré avec les circuits, en fait. C'est avec les circuits cérébraux. Il y a les 4 circuits. Le circuit de la récompense, le circuit de l'apprentissage de la mémoire, le circuit de la motivation et le circuit du contrôle. Ils sont complètement déréglés. En fait, tout est déréglé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on mange, on boit, on fait l'amour, on aime quelqu'un ou on écoute de la bonne musique, ces 4 circuits fonctionnent ensemble. Et quand vous avez fini votre acte, finalement, ces circuits se mettent un peu au repos. Quand on est addict, tout se désynchronise. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté circuit de récompense et mémoire, tout seul motivation et tout seul contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire quoi cliniquement? Quand on est addict, on cherche la récompense immédiate et on sait que ça nous fait du bien. Le cerveau sait que prendre des drogues, prendre de l'alcool, avoir du sexe compulsif, ça fait que du bien, quoi. Le cerveau ne connaît pas les conséquences. La motivation est isolée, donc il y a perte de motivation. Le contrôle est isolé, il y a perte de contrôle. Donc vous imaginez bien, on est dans de la recherche de récompense, enregistrée dans la tête, avec une perte de contrôle et une perte de motivation. Claude, bonsoir. Arnaud, il peut être aussi bon de dire que la dépression peut arriver avant la maladie alcoolique ou que la maladie alcoolique arrive avant la dépression et que ça se soigne différemment. Excellente question, Arnaud. Merci d'en parler. Oui, c'est des questions de addiction à l'alcool primaire, addiction à l'alcool secondaire.
Et c'est vrai que ça se traite différemment. Chez la majorité des hommes, on est plutôt dans un phénomène d'addiction alcoolique primaire. Chez les femmes, on est plutôt dans un phénomène addiction alcoolique secondaire. Mais c'est vrai que les deux peuvent se croiser dans les sexes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que quand c'est primaire, on va d'abord traiter la question de l'alcool. L'alcool est dépressogène, l'alcool fait déprimer quand on en boit beaucoup. Et donc on traite d'abord l'alcool, on désintoxique les gens et on voit si les symptômes dépressifs persistent. S'ils persistent, on les traite. Dans cette forme primaire, on va traiter d'emblée les symptômes dépressifs s'il y a vraiment une dépression très très sévère et s'il y a un risque suicidaire important. Dans la forme secondaire, il faut traiter d'abord le trouble de l'humeur et de manière concomitante le trouble addictif alcoolique. Merci Patrick pour ton message. Sylvie, merci d'être là. Carole, merci. Carole, big dédicace au groupe Octane, que tu sais très bien que j'adore. Un groupe français de Laval. Il défonce si vous écoutez le métal. Rodolphe, salut. Un bisou. Guy, tu m'as mis 3G, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu veux que je parle du point G? Est-ce que tu veux que je parle du GBL? Xavier, salut. Léa, bonsoir. Xavier, les groupes Facebook est important en autosupport? Oui, je l'ai dit, c'est important. Guy, oui, mais attention, ça ne remplace pas la présence humaine. Oui, tu as tout à fait raison. Guy, ça ne remplace pas la présence humaine, les autosupports sur Facebook. Il faut les deux, si on peut. Hervé, salut. Arnaud, dommage, j'ai vu ta phrase, je crois, Arnaud. Alexandra, bonsoir. Françoise, les lives Facebook restent en ligne, replay, la vidéo restera sur le mur et sera visionnable sans souci. Encore une fois, Jean-François Didot, le réalisateur, et son chef monteur nous diront ça tout à l'heure. Arnaud, bonsoir. Black Bomba, ça cartonne. Juliette, est-ce qu'il y a des addictions plus difficiles à soigner que d'autres? La pire des addictions, vraiment la pire des addictions, c'est le tabac. Mais après, on peut tout voir parce que, encore une fois, tout dépend de la sévérité de sa maladie. Et on peut être addict sévère, addict grave, addict résistant à tous les traitements. Donc, encore une fois, pour moi, le tabac est toujours à prendre en considération parce que la première cause de mortalité évitable dans le monde, l'alcool le rejoint de très près. Et encore une fois, ça dépend de la sévérité de sa maladie. Bénédicte, bonsoir. Jean-Jacques, salut. Jean-Charles, SOS Addiction, bisous. Maryse, merci de participer. Dom, avec le groupe Pleasure Addiction, on peut quand même allier plaisir et addiction. Oui, Dom, Pleasure Addiction est un groupe formidable. Et je recommande à tous les Facebookers et Tweetos d'aller écouter Pleasure Addiction parce que vous allez vous prendre un grand moment de plaisir. D'accord, c'est plutôt Pleasure Addiction, c'est l'addiction au plaisir, donc c'est une addiction positive. Arnaud, j'ai déjà répondu. La différence entre soigner et ça, j'y ai répondu. Ali, un mot sur le chemsex. Bien sûr, Ali, je vais te parler de chemsex. Donc le chemsex, c'est quoi? Le chemsex, c'est utiliser des produits, des substances pour être performant sexuellement, pour tenir le coup, pour avoir un effet aphrodisiaque, pour être bien et pour faire des marathons sexuels. Le problème du chemsex, ça peut être fait avec n'importe quel type de produit. Ça peut être de la cocaïne, de l'alcool, des tranquillisants, ça peut être des psychostimulants comme la cocaïne, avec du G, du GBL, ça peut être avec les nouveaux produits de synthèse, c'est une catastrophe en ce moment. Et il y a même un retour avec le chemsex de ce qu'on appelle la pratique intraveineuse qui s'appelle le SLAM. Et c'est vraiment catastrophique parce que ça réenclenche une espèce d'épidémie de VIH, d'hépatite, d'infections sexuellement transmissibles. Donc il y a des programmes de soins qui sont en train d'être mis en place parce que c'est une population particulière qui fait le chemsex. Et encore une fois, ce n'est pas que la population des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, ça touche aussi les hétérosexuels, ça touche aussi plein d'autres personnes. Manu, peux-tu nous donner... Je t'ai perdu, Manu. Catherine, je reviendrai à toi, Manu. Laurent, j'aimerais que vous expliquiez les actions du CBD versus cannabis. Est-ce un problème? Si oui, lequel? Le cannabidiol en lui-même, déjà, parmi tous les cannabinoïdes, il y a le cannabis, il y a le tétrahydrocannabinol. Et dans le cannabis, en fait, on a du tétrahydrocannabinol, plein d'autres cannabinoïdes, et on a du cannabidiol. Le cannabidiol a des propriétés, on va dire, anxiolytiques, tranquillisantes, en fait. Et c'est probablement cette partie-là qui rend un peu cool quand on fume des pétards. Mais la différence, c'est que le THC rend addict, le cannabidiol ne rend pas addict. Voilà la différence entre les deux. Je continue un peu dans les questions parce que vous êtes à fond là.
Jean-Jacques, je vous ai déjà salué. Guy, addiction du point de vue du foie. Quelles sont les différences entre une stéatose hépatique due au sucre et celle due à l'alcool? Excellente question, Guy. En fait, la stéatose, le sucre se comporte comme l'alcool sur le foie et sur le cerveau. Donc on imagine bien que l'action stéatosique va être... Alors je ne suis pas un spécialiste de l'hépatologie, mais en tout cas sur la lésion de stéatose, c'est des lésions assez identiques. Et sur des lésions cérébrales du sucre et de l'alcool, c'est assez identique. Sophie, l'addiction la plus difficile à soigner, pour moi, en pratique clinique, celle où il faut vraiment s'accrocher, il y a l'alcool chez les femmes. Vraiment, c'est mon ressenti personnel. L'alcool chez les femmes, il y a le crack ou la freebase, c'est vraiment extrêmement complexe. Il faut vraiment hospitaliser vite les patients. Le tabac, c'est compliqué aussi, mais avec des stratégies, différents types de stratégies, on peut y arriver. Et on l'a vu, la décroche d'énormément de sujets addicts au tabac avec la cigarette électronique. La vape aide vraiment les gens. Et ce côté, on va dire, des personnes qui vapotent, on voit une aide. Thomas, salut. Carole, merci pour tes cœurs. Soumeya, salut. Sandra. Les membres du groupe Facebook que j'anime sont souvent confrontés à des proches qui semblent ne pas accepter leur changement et insistent pour qu'ils consomment. Est-ce une habitude uniquement française d'associer tous les événements à l'alcool? Alors, je ne sais pas si c'est une habitude typiquement française, mais en tout cas, l'alcool est très très présent chez nous et on voit les ravages de l'alcool, même si c'est une boisson euphorisante, même si c'est très festif, etc. On voit les ravages que ça peut faire. Franck, bonsoir. Mario, bonsoir. Jean, bonsoir. Souvenir de Lille, avec qui tu m'as appris quand même plein de choses en addictologie. Sandra, merci pour l'enseignement lors du DU Patient Expert. Alors, ce n'est pas un DU Patient Expert, c'est le DU en e-learning qui a lieu à l'Université Paris-Sud. Mais c'est vrai que moi, je suis pro 100% Patient Expert, donc il faut vous former. Et formez-vous, et vous avez tout mon soutien. Aquatique, bonsoir. William, bonjour. Pour rebondir sur le tabac, justement, que pensez-vous de la vape, du cannabis, la vaporisation du cannabis en termes de RDR? C'est extrêmement compliqué comme question. C'est une question un peu complexe. On n'a pas assez de recul scientifique sur cette histoire de vape, mais en tout cas, vapoter globalement a moins de nocivité que fumer. Et moi, en termes de RDR, je serais plutôt pour une vaporisation de cannabis que fumer des joints, des bangs. Les bangs, c'est une catastrophe pour la santé et pour les poumons. Sylvie, je t'ai perdu. Sylvie, dédicace aux addictions positives. Ouais, je suis d'accord. Catherine, je suis super d'accord pour la difficulté à accompagner les personnes dépendantes de tabac. Ouais, il faut s'accrocher, c'est un programme multimodal, encore une fois. Et finalement, c'est pas si simple que ça d'accompagner les gens dépendants de tabac, mais il faut vraiment s'accrocher. Thibaut, bonsoir. Cyril, salut. Cora, que pensez-vous de l'hypnose contre les TOC? Alors là, on est hors addiction, mais l'hypnose peut aider. C'est une stratégie thérapeutique qui peut aider dans les troubles anxieux. Rebecca, abstinente au tabac durant 18 ans, j'ai rechuté il y a 6 ans et je fume beaucoup plus qu'avant. Peux-tu expliquer pourquoi une surconsommation à la rechute? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre le cerveau. Donc encore une fois, rappelle-toi, l'amygdale et l'hippocampe, qui sont la structure de la mémoire et de l'apprentissage, marquent le cerveau. Et je vais vous montrer, un travail d'imagerie cérébrale qui a été fait avec notamment une substance. Regardez cette diapo. C'est des gens qui sont abstinents. On les met dans une machine à IRM et on leur montre des vidéos. Et vous voyez à gauche, on leur montre ce qu'on appelle une nature vidéo. Par exemple, ça pourrait être nature vidéo, ça pourrait être 1 minute 30 d'un extrait d'une série comme La Petite Maison dans la Prairie pour les plus vieux ou pour les plus jeunes, je sais pas, Plus belle la vie, quoi. Plus belle la vie, mais genre une séquence très sympa de Plus belle la vie. Donc on leur montre La Petite Maison dans la Prairie, c'est pour schématiser, ou Plus belle la vie, et vous voyez que finalement dans le cerveau, rien ne s'allume. L'amygdale est éteinte, vous voyez, l'amygdale est complètement éteinte. On leur fait faire un break, et on les remet ils sont dans la machine, et on leur montre 3 extraits. 3 extraits de vidéos qu'on appelle cocaïne vidéo. Mais ça pourrait être tabac vidéo, ça pourrait être n'importe quoi vidéo. Et si on prend 3 extraits de cocaïne, par exemple, on leur montre Scarface, Tony Montana avec des montagnes de poudre sur son bureau, à 30 secondes. On leur montre après 30 secondes de la scène de Pulp Fiction avec la seringue dans le cœur pour réanimer. Et on leur montre 30 secondes d'un film que j'adore qui s'appelle Requiem for a Dream. Offrez-le à tous les gens que vous aimez. C'est une histoire
de drogue. Et c'est la séquence où vous avez la grand-mère qui prend de la MDMA et une autre séquence d'une fille qui prend du crack. Et en fait, quand on leur montre ces vidéos-là, alors qu'ils sont complètement abstinents quand même à la base tous, depuis un certain temps, et ben, l'amygdale se réactive sur la cocaïne vidéo. Et si l'amygdale se réactive sur la cocaïne vidéo, il y a des risques de craving, d'envie irrésistible de consommer. Bien évidemment, les patients, après, ne sont pas lâchés dans la nature, ils étaient contrôlés. Donc le cerveau se souvient toujours de nos addictions. Alors, putain, vous êtes cool d'être tous là, hein, c'est vraiment cool. Laurent, ma femme, dédicace à ma femme qui est là. Patrick, salut. Frédéric Badache, salut. Jacques, salut. Lolo, salut. Yves, que penses-tu des cures? Des sevrages thérapeutiques, tu veux dire? Je suis à fond à 100% pour les patients et les patientes qui en ont besoin, bien évidemment, et ces sevrages-là peuvent être faits soit en ambulatoire, soit en résidentiel, en hospitalisation. Il faut un suivi quoi qu'il arrive. Guillaume, salut. Virginie, salut. Étienne, salut. Patty, salut. Manu et moi. Et ta définition, le patient expert, c'est quelqu'un qui doit être formé déjà aux addictions. C'est quelqu'un qui a une expertise de la maladie, du fait qu'il ait souffert de la maladie. Et c'est quelqu'un qui va accompagner les gens, qui va les accompagner dans leur souffrance, qui va avoir un rôle moteur de soutien et de booster motivationnel. Adil, salut. Juliette, pour le heavy metal est-il une addiction? Le heavy metal, je vais en parler. Écoutez-moi bien. Le heavy metal, c'est extrêmement bon pour la santé. J'en fais une prescription à tout le monde d'ailleurs, si vous voulez. Ce n'est pas médicamenteux, mais c'est bon pour le cerveau. C'est bon pour le moral, comme disait la compagnie créole du heavy metal. Et c'est quelque chose qui rend joyeux. Xavier, dans mon expérience, le passage à la vape m'a permis en douceur de lâcher le tabac. Le CBD m'a aidé. Félicitations Xavier d'avoir utilisé cet outil de réduction des risques. Judith, bonsoir. Sonia, bonsoir. Thierry, bonsoir. David, que pensez-vous d'un groupe de soutien sur Facebook à l'arrêt au tabac en plus des supports existants traditionnels? Tous les groupes sont bons. Tous les groupes d'autosupport, je crois, et de soutien sont bons. Mais encore une fois, il ne faut pas négliger ceux qui existent en présentiel. C'est vraiment important. Noah, bonsoir. William, merci. Sandrine, bonsoir. Gilles, la réalité virtuelle... Je t'ai perdu, Gilles. La réalité virtuelle peut-elle être un outil dans le traitement d'addiction? Oui, à l'hôpital Paul Brousse, on est en train de développer, l'hôpital Paul Brousse dirigé par le professeur Benyamina, on est en train de développer dans notre programme de recherche, et de recherche notamment thérapeutique, on est en train de développer tout ce qui est thérapie par réalité virtuelle dans les addictions et dans certains types d'addictions, et notamment chez les jeunes et chez les plus âgés. Comment aider des jeunes patients qui débutent une consommation de cocaïne et ne voient pas le problème? Il faut tout de suite les sensibiliser aux risques, même s'ils connaissent beaucoup de risques, il faut les sensibiliser sur les conséquences physiques, et notamment, vous savez que quand on prend une ligne de coke, quelle que soit la fois où on en prend, une heure après, on a 24 fois plus de chances, de risque de faire un infarctus du myocarde, un syndrome coronarien. Donc vraiment, sensibiliser sur les côtés physiques, montrez-leur des images de cerveau, montrez-leur les conséquences. Pour rebondir sur le côté, bonsoir Jennifer, pour rebondir sur le côté culturel de l'alcool, c'est difficile de lutter, y compris pour les jeunes. D'un côté, vous avez ces alcools pour jeunes qui sont moins nocifs, car vendus comme des alcools doux ou fun. Vous avez ensuite ce côté initiatique. Tu mets en engage de goûter, ou des alcools vendus comme féminins. Je crois qu'il serait bon de faire la prévention chez les jeunes et encore plus chez les femmes. Entièrement d'accord, c'est une catastrophe tous ces alcools. D'abord, il n'y a pas d'alcool doux, il n'y a pas d'alcool dur. Tous les alcools, c'est des substances, comme il n'y a pas de drogue douce ni de drogue dure. C'est des substances qui agissent sur le cerveau, sur les différentes structures que je vous ai montrées. Et oui, il faut des programmes ciblés féminins. Et c'est une question sur laquelle on se penche de plus en plus, l'alcool chez les femmes et l'alcool chez les jeunes. Mais on n'est pas à l'abri de goûter de l'alcool. C'est une expérience que tout le monde va faire à un jeune âge. Alain, merci pour ce live éclairant. Merci à toi. Sandrine, merci pour la tape. Rebecca, merci. Caroline, bonsoir. Les tambours du Bronx, ça cartonne. Christian, salut. Sonia, un signe du heavy metal. Saïd, merci pour tous vos signes de heavy metal. Vous êtes trop cool d'être là. Quelle formation pour devenir patient expert? Alors, il y a un MOOC en addictologie qui se fait, qui est ouvert à tout le monde, et il y a le DU en e-learning à l'Université Paris-Sud, que je dirige avec le professeur Benyamina, mais vous avez aussi d'autres diplômes universitaires, et vous pouvez les trouver facilement sur Internet, et vous renseigner par rapport
aux formateurs si ils acceptent les patients experts. Saïd, bonsoir. Soumeya, merci d'abord pour cette conférence intéressante. Ma question est quelle est la place de l'entretien motivationnel aux addictions et est-ce que l'approche est la même pour tous les addicts? Les entretiens motivationnels sont un style thérapeutique centré sur le patient. L'idée, c'est de les faire changer de comportement, de booster leur motivation. Et vraiment, c'est quelque chose de capital à utiliser dans les addictions, dans toutes les addictions. Il faut se former aux entretiens motivationnels. C'est un certain nombre de séances en fonction des pathologies addictives. Moi, personnellement, pour la cocaïne, on utilise un très court nombre de séances, c'est 3-4 séances, qu'on va après rebooster par des thérapies comportementales. Je bois un petit verre d'eau parce que j'arrête pas de parler. Alexandre, salut. Pascal, merci d'être là. Une bise à ton mari. Elsa, salut. Thierry, hypnose et modification du circuit de récompense. Alors c'est une question ou est-ce que l'hypnose modifie le circuit de récompense? Alors je ne suis pas assez calé en hypnose, mais je peux vous donner d'excellents contacts en hypnose. Probablement que ça doit agir un peu sur le circuit de récompense puisque c'est un circuit très archaïque. Je continue dans les questions. Jean, la loi des séries, surreprésentation des hauts potentiels cognitifs dans ma consultation jeune consommateur, une opinion, des données là-dessus. Merci Jean pour cette question. Oui, il faut évaluer tous vos patients, il faut les évaluer sur s'ils sont high potential, s'ils ont une hyperactivité avec déficit d'attention. Ils commencent à avoir des données là-dessus sur probablement des interactions entre les hauts potentiels et les consommations de substances stimulantes notamment. Nesrine, salut. Patty. Oula, j'arrive plus tellement il y a des commentaires. Christophe, encore une autre question. Ta plus grande passion, c'est la médecine ou le métal? Je bois un peu d'eau. Les deux. Je fonctionne au kiff, en fait. Et mon métier, pour moi, c'est un plaisir de soigner les gens. C'est un plaisir d'enseigner, c'est un plaisir de faire des conférences, c'est un plaisir d'écrire des bouquins. Et le métal, pour moi, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je bosse aussi chez Art Force. Parce que l'équipe de Christian Lamé, Christophe Droit, Jay Sérignac, Laurence Faure, pour moi, c'est vraiment ma deuxième famille. Et ils me permettent d'interviewer des artistes que j'aime, d'aller dans les concerts, de recevoir des albums. C'est vraiment un vrai bonheur. Le métal, c'est une addiction positive pour moi. Jean-Luc, y a-t-il un lien entre SAF, syndrome d'alcoolisation fœtale, et addiction? Oui, il y a un lien entre syndrome d'alcoolisation fœtale et addiction à l'alcool. Encore une fois, on est dans la question de précocité. Des femmes enceintes qui boivent de l'alcool, beaucoup d'alcool, très peu d'alcool, moyennement de l'alcool, il y a un risque. C'est un spectre global qui va au-delà du syndrome d'alcoolisation fœtale. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est la forme la plus grave de handicap non génétique. À quoi? Quelle place accordez-vous aux thérapies familiales dans la prise en charge de l'addiction? Quand elles sont nécessaires, elles sont actées. Je veux dire, chez les ados, les thérapies familiales, c'est monnaie courante. On utilise aussi certaines formes de thérapie de couple, notamment chez les sex addicts et dans d'autres formes d'addiction où la thérapie familiale est nécessaire. Philippe, merci pour tes Metal Horns. Carny, merci pour ce live. J'espère qu'un lien sera disponible. Bise d'Espagne, bise à l'Espagne. Karine, salut. Yasmine, bon courage avec toutes ces questions, merci. Christophe, merci. Arnaud, votre discours est de très bonne qualité, merci Arnaud. Quasiment aussi bon que les miens, bravo Arnaud. Un grand bravo, je suis addict à Black Sabbath, c'est grave docteur. Non, Black Sabbath, c'est l'essence même du heavy metal. Tony Iommi, le guitariste, a tout créé dans le heavy metal. Et Ozzy, que j'ai eu la chance de voir récemment au Download, c'était mortel. Parlons un peu de sexe, pour terminer un peu ce Facebook Live. Je vous trouve les slides du sexe. Il y a une petite question de Kate. Bonjour, pourquoi le sevrage des benzos est si difficile? Pourquoi les médecins qui les prescrivent ne savent pas vraiment nous aider? Abstinence d'alcool pour moi. Oh là là, c'est reparti. Attendez, avant de parler de sexe, je vais répondre à ces questions. Le sevrage en benzo, c'est une addiction. L'addiction aux benzodiazépines, c'est une addiction assez compliquée. Et les sevrages, il y a des protocoles de sevrage qui peuvent être mis en place, qui sont des protocoles très très longs et ça doit être très très encadré.
L'abstinence à l'alcool, bravo d'être abstinent à l'alcool. Frédéric, j'ai été sevré, il faut vraiment, voilà, comme dit Frédéric, j'ai été sevré au benzo pendant 1 an et j'avais juste un très bon médecin, il faut vraiment être très très encadré pour les benzos. Où en est-on avec les médecines antéogènes, ayahuasca, psilo, iboga et autres? Je crois beaucoup à la tripthérapie, mais il faut quand même des études. Yves, merci à toi. Georges, vive le rock, oui, vive le rock, vive le métal même. Rodolphe, chouette conférence comme toujours, merci Rodolphe d'avoir été là. Isabelle, je vois plus, il y a trop de commentaires. Isabelle, Catherine, merci pour le direct. Ouais, je reviendrai parce que vraiment vous avez tous été au rendez-vous et c'est vraiment hyper cool d'avoir été là. Alors je vous parle un peu de sexe, vite fait, parce que c'est quand même important. En fait, le mot addiction sexuelle n'existe pas dans la littérature médicale en tant que telle, et on parle plutôt de comportement hypersexuel ou de comportement sexuel compulsif. Et vous voyez que les chiffres varient, mais il n'y a jamais marqué addiction sexuelle, c'est plutôt hypersexualité pathologique. Et ça varie de 2 hommes à 5 hommes pour une femme. Et quand vous regardez les données chiffrées sur le web, vous avez plus de 350 sites qui sont mis en ligne chaque jour. Il y a 100 millions de pages qui sont quotidiennement visitées. Et il y a 12% des sites qui sont à caractère pornographique. Et quand on parle d'activité sexuelle en ligne non pathologique, il y a 51% des femmes et 90% des hommes qui ont des activités sexuelles en ligne. Et ce qui domine vraiment le marché, c'est le e-porno. Le e-porno, c'est tout ce qui est porno sur le web. Alors on ne va pas diaboliser le porno, parce que le porno, voilà, ça fait partie des activités sexuelles en ligne, mais c'est comment on utilise ce porno. Les réseaux sociaux sont aussi utilisés, et il y a le darknet qui est aussi utilisé. Et le porno, finalement, est médié par l'industrie du sexe, qui est le moteur, finalement, de ces addictions. En fait, sur Internet, c'est des formes de gratification immédiate. Toutes les technologies, tous les médias sont utilisés. On est exposé à des millions de nouvelles images et à de nouvelles expériences. Et le porno de 2.0, finalement, les sites peuvent accueillir plus de 15 millions de visiteurs par jour. Et comme la dernière ligne de cette diapo, vous voyez, j'aurais pu être représentant d'une marque, n'importe laquelle, il y a de la mise à jour, c'est gratuit, il y a des offres payantes, des offres promotionnelles. Et c'est ça qui génère en fait constamment ces connexions. Ça génère un X, qu'on appelle le Business X, l'X Business, et la Porn Valley. La Porn Valley, c'est une zone industrielle dédiée au sexe, et cette Porn Valley produit du contenu en fonction de ce qui est vu sur Internet. Alors je m'arrête un peu parce qu'il y a encore d'autres questions, et je vais répondre. Seb, salut, à bientôt. Guy, salut. Letty, bonsoir. Depuis que mon docteur m'a fait baisser mon traitement de méta, je suis tombé en dépression. Alors ça, encore une fois, ce n'est pas une consultation médicale ce soir, je suis désolé. Il faut revoir ça avec votre médecin. Guy, le sexe c'est la vie, oui tu as raison, mais pas que. Et l'addiction au tramadol, c'est l'addiction aux médicaments opioïdes. C'est une forme d'addiction à des opioïdes qui ressemblent un peu schématiquement à l'héroïne. Émilie, bonsoir. Floriane, bonsoir. Annie, bonsoir. Joël, merci à vous. Fabrice, brother, rechute un jour, rechute toujours, ou bad replay, je t'ai perdu, ou le bad replay n'est pas une fatalité. Il y a toujours des risques de rechute, comme j'ai montré avec le cerveau. On n'est jamais à l'abri, donc il faut faire vraiment, vraiment gaffe une fois qu'on a pris une décision de changer son comportement. Peut-il avoir un facteur d'hérédité dans l'alcool? Oui, on l'a montré, mais ça n'explique pas tout. Ça explique 40 à 60% des choses. Mais il faut des facteurs combinés, l'environnement et le développement, pour qu'il y ait une addiction. Thierry, salut. Nat, salut. Lionel, putain, merci d'être là tous, c'est vraiment cool. Laurent, penses-tu que les décisions des différents gouvernements sont adaptées et leurs positions sont suffisamment claires? Non. Rien n'est adapté, rien n'est clair. Et il faut un vrai plan d'action autour des addictions. La Fédération française d'addictologie s'est positionnée sur un plan addiction. SOS Addiction, dont je suis le porte-parole, s'est positionné aussi. Non, il faut un truc clair des gouvernements, mais c'est extrêmement compliqué. Jenny, bonsoir. Jennifer, au bout du compte, c'est l'abondance, c'est le fait de tout avoir à portée de main qui est problématique, que ce soit exactement, c'est un facteur environnemental, mais ça n'explique pas tout parce que tout le monde ne tombe pas dedans. Arnaud, t'as vu, il a répondu sur Sabat, mais qui lui a parlé de ce groupe? Ok. Patty, salut Patty. Comment définir une addiction au sucre et ou à l'alcool, qui est également du sucre? Tu as tout à fait
raison Paty. Eh ben, c'est toujours la même définition, c'est-à-dire c'est un processus récurrent, un comportement répété de consommation de sucre, d'aliments sucrés ou de soda sucré souvent. C'est des pertes de contrôle, des pertes de temps, c'est des envies de consommer non-stop et les conséquences sont surtout sur la santé, on va dire physique et un peu psychique. Santé physique, c'est le foie et le cerveau, et ça peut être aussi des troubles métaboliques. Et psychique, chez certains, il y a des risques d'anxiété ou de troubles dépressifs. Séverine, bonsoir. Sylvie, merci à vous pour ce live. Ouais, merci. Fish Metal, salut. Arnaud, je suis paranoïde. C'est une excellente chanson d'Ozzy Osbourne et Black Sabbath. Séverine, addiction au Lyrica, je découvre qu'en penses-tu en termes de traitement, rechute, pronostic. Oui, on voit de plus en plus de gens, on voit un certain nombre de patients et de patientes être addicts au Lyrica. Il faut les prendre en charge. Moi, je trouve que des sevrages hospitaliers, ça peut aider et c'est des traitements uniquement symptomatiques. Bonjour, y a-t-il de l'alcool attendez. Bonjour, y a-t-il de l'alcool dans les e-liquides? Je ne sais pas. Franck, merci à toi. Isabelle, nous sommes addicts à Laurent Carilla. Merci. Fa, je t'embrasse. Chris, salut. Très bon groupe, Sainte, je vous conseille aussi. Annie, le mal-être peut-il provoquer addiction à l'alcool? C'est un des facteurs, encore une fois, ça n'explique pas tout. Xavier, merci pour ce temps de partage, merci d'être là. Floriane, pour un patient addict, quelle est la meilleure façon de l'aider? Pour un parent addict, il faut le faire prendre en charge par une équipe. Chez les sex addicts, en fait, il y a un système qui se crée, un système de croyance, vous voyez, avec des cognitions qui sont faussées. Vous voyez, le cycle addictif va se mettre en route une fois qu'il y a une capacité à gérer et mise en marche. Et ce cycle addictif, en fait, c'est de la préoccupation, des rituels, un comportement compulsif et le désespoir avec la honte et la culpabilité. Et en fait, le cycle addictif du sex addict, c'est ça, c'est je suis préoccupé, j'ai des rituels, un comportement compulsif et du désespoir, de la honte et de la culpabilité. Ça s'arrête et à un moment, ça rechute. Et en fait, dans les caractéristiques cliniques du sex addict, il y a des préoccupations sexuelles, il y a un filtre sexuel, c'est-à-dire que les gens, dans des situations sociales adaptées ou inadaptées, imaginent des scénarios sexuels, il y a une perte de contrôle et de temps, et j'insiste, c'est en lien avec plusieurs activités sexuelles. Le nombre d'orgasmes par jour n'est pas un facteur significatif d'addiction sexuelle. Il y en a qui peuvent avoir 2 orgasmes par jour, c'est pas très grave s'ils n'ont pas les autres symptômes. Il y a des troubles cognitifs et des émotions mixtes. Donc je continue, en fait, la vie sexuelle est toujours dissociée de l'amour. Chez le sex addict, il y a une insatisfaction permanente et ils laissent tomber leur partenaire, on met en péril le couple et puis il y a des risques d'IST. Les formes cliniques les plus fréquentes, c'est la masturbation compulsive, la vision de la pornographie, les relations sexuelles avec des adultes consentants en live ou virtuels. Il y a ces activités sexuelles en ligne. Et vous avez maintenant le 06 sexe et on utilise son smartphone pour avoir des activités sexuelles via le smartphone. Il y a des pathologies psychiatriques associées aux addictions et au sommet, finalement, ce sont les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité. Et on a le TOC, tout à l'heure on a eu cette question, voilà, vous voyez, il y a addiction sexuelle et TOC, moins de 15% des cas, et il y a un trouble addictif. Et dans le trouble addictif associé, j'aimerais vous montrer ce modèle que j'utilise qui s'appelle le modèle de fusion. En fait, les sex addicts peuvent utiliser n'importe quel type de substance, ça peut être de la coke, l'alcool, du cannabis, du GBL, des poppers, des nouveaux produits de synthèse, ils peuvent combiner les antidépresseurs et les médicaments qui facilitent l'érection. Et le modèle de fusion, c'est ce qu'il y a à côté, il faut vraiment faire le diagnostic. Donc au centre, vous avez le modèle binge, au centre, il y a le sexe, qui est le problème principal, et à côté, il y a beaucoup d'alcool, et il peut y avoir du jeu, du gambling, des jeux. C'est un modèle. Vous avez le modèle partiel, ils ont du sexe non-stop, et ils commencent à prendre beaucoup de cocaïne. Mais il y a une addiction au sexe, mais pas encore une addiction à la cocaïne. Et le modèle full, c'est le troisième modèle, ils sont addicts au sexe, addicts à la coke, et après ça peut être n'importe quel type d'exemple. D'accord? Donc je voulais attirer votre attention sur ça. L'addiction n'est pas une maladie isolée. L'addiction est comorbide, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies associées, psychiatriques et d'autres addictions. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je vous remercie vraiment infiniment d'avoir été là et d'avoir été super nombreux et d'avoir posé plein de questions. Et si vous avez n'importe quelle question, vous avez Facebook, vous avez le Twitter avec le hashtag E2LKA. À très bientôt. Je remercie Jean-François Didlot pour la réalisation et son chef monteur Nicolas Jonzo pour cette soirée Facebook avec vous. Merci beaucoup, à bientôt. Bonnes vacances à tous et à toutes.